Bonjour, je remercie l'Académie de me donner la parole, ainsi qu'Henri Coudon et Henri Judet de m'avoir invité. Alors le no-go, en fait, c'est une expression qui est employée initialement en aéronautique pour indiquer que l'on stoppe le décollage d'un avion en bout de piste, car tous les éléments clés de la procédure ne sont pas validés. En chirurgie, c'est devenu l'arrêt immédiat d'une procédure chirurgicale liée au fait que tous les éléments indispensables à son bon déroulement ne sont pas réunis. Le principe du no-go est donc appliqué dès l'entrée du patient au bloc opératoire jusqu'au moment de l'incision, car au-delà, ce n'est plus du no-go, mais cela devient un incident péropératoire. Alors, Orthorisque, organe d'accréditation des orthopédistes, s'est intéressé à ce phénomène car un grand nombre de ses adhérents ont déclaré par le biais des événements porteurs de risque EPR des arrêts intempestifs d'une procédure chirurgicale. Ces EPR ont été analysés selon la grille alarme, très utilisée en gestion des risques, et nous avons voulu compléter cette analyse par une enquête plus large sous la forme d'un questionnaire Internet que nous avons adressé aux 1828 adhérents d'Orthorisque, le but étant de mieux connaître la fréquence, les causes, les conséquences du no-go pour essayer d'en réduire le nombre. Cette étude a été réalisée entre le 8 mars et le 20 juillet 2015 et nous avons obtenu 663 réponses, soit à peu près un tiers des sondés. Alors la première question était, avez-vous déjà été amené à stopper une procédure chirurgicale avant ou après l'anesthésie? Et 65% des chirurgiens interrogés ont répondu oui. À la question suivante, on leur a demandé combien de fois avez-vous été face à un no-go? Un seul no-go pour 385 chirurgiens, 2 pour 102 opérateurs, et au-delà, heureusement, la fréquence devient beaucoup plus faible. Autre question, précisez-vous clairement dans votre consentement à signer qu'une interruption de la procédure chirurgicale peut survenir à tout moment, et on a été surpris de constater que dans 80% des cas, les chirurgiens n'informent pas leurs patients de cette possibilité. À quel moment la procédure a-t-elle été stoppée? Dans 55% des cas, après l'anesthésie. Qui a pris la décision de stopper la procédure? Dans 60% des cas, c'est le chirurgien, dans 30%, les deux, et dans 10%, c'est l'anesthésiste. Pour quelles raisons la procédure a-t-elle été stoppée? Dans presque la moitié des cas, 45%, ce sont pour des raisons de matériel, et plus précisément, en raison d'un ancillaire absent, incomplet, mal stérilisé, mais aussi dans presque 10% des cas, du fait d'un traitement médical inadapté, comme la prise d'un anticoagulant, parfois d'une allergie méconnue. Dans 13% des cas, il s'agit d'un problème anesthésique, parfois très grave, exceptionnellement d'un problème de personnel opératoire, comme l'absence imprévue d'une aide opératoire ou d'un laboratoire venant instrumenter une prothèse, très rarement une difficulté en salle d'opération avec un flux laminaire défectueux, ou encore une table opératoire bloquée, voire même, dans un cas précis, une inondation brutale de la salle d'opération imposant l'arrêt d'intervention. Rarement aussi une erreur dans la procédure au niveau du site opératoire. Enfin, assez fréquemment, dans 7% des cas, c'est la découverte d'une complication infectieuse, avec notamment des lésions cutanées sur le site de l'incision qui contre-indiquent tout geste opératoire. Enfin, dans 20% des cas, il s'agit d'autre chose. Alors cela concerne 112 cas dans lesquels on a retrouvé 24 lésions cutanées qu'on a déjà évoquées, mais aussi 15 problèmes cardiaques assez graves, 14 comportements anormaux de patients, avec parfois des patients devenus agressifs, des toxicomanes, alcooliques, ou encore refusant l'acte opératoire prévu, ayant parfois changé d'avis, pris à 2 reprises d'une crise de panique en salle de pré-anesthésie et refusant l'acte opératoire. Il y a aussi quelques patients qui n'étaient pas à jeun. 11 problèmes d'indication opératoire avec disparition d'un kyste synovial ou encore découverte tardive d'une contre-indication, comme une grossesse. 7 problèmes de salle d'opération avec des températures excessives à plus de 28 degrés, ou encore apparition de nombreuses particules volantes venant d'un plafond d'une salle au niveau du flux laminaire. 7 problèmes d'imagerie avec absence de documents radiographiques en salle, ou encore CD illisibles. 6 défauts de consentement signés notamment pour des mineurs. 4 allergies, dont une au curare, une au latex et 2 au chrome cobalt. Enfin, 24 cas divers. Alors, la question qu'on a posée, c'est est-ce que la checklist a été validée? 60 fois. Dans 50% des cas, la checklist est validée. Dans 30% des cas, elle ne l'est pas. Et il y a 20% de réponses autres. Alors, dans les 20% de réponses autres, on a 83 réponses où 60 fois la checklist n'était pas encore débutée, 11 fois elle était incomplète, et dans 12 cas, elle n'existait pas au moment de l'incident. À la question, l'intervention reportée a-t-elle été effectuée par vos soins? Oui, dans pratiquement 90% des cas. Le patient a-t-il refusé la réintervention? Non, dans 90% des cas également. Y a-t-il eu des complications post-opératoires liées à cet incident? Non, dans plus de 95% des cas. En fait, les complications n'étaient pas en rapport avec le no-go. On retrouve une infection et 4 décès avec un choc anaphylactique au curare, 3 causes d'origine cardiovasculaire.
Alors, de quelle manière cet incident a-t-il été analysé? Dans plus de 60% des cas par une simple réunion avec les professionnels concernés, dans 10% des cas par une RMM, revue de morbidité et mortalité, dans 10% des cas en conseil de bloc, et enfin dans 15% des cas par une autre solution. Et parmi ces solutions, il y a eu 20 déclarations d'événements porteurs de risque ou d'événements indésirables graves. Dans plus de 60%, donc oui, indésirables graves avec les divers. Enfin, dans 35 cas, il n'y a eu absolument aucune analyse n'a été faite. Alors, on a demandé quelles actions de correction avez-vous prises. Dans presque 20% des cas, aucune action. En fait, le plus souvent, et dans 34% des cas, c'est une modification dans la gestion du matériel ancillaire dépôt. Dans 8%, c'est une amélioration de l'information préopératoire du patient, mais aussi une amélioration de la prise en charge anesthésique et de la gestion des traitements médicaux, notamment anticoagulants. Globalement, dans 10% des cas, il y a une révision des protocoles d'organisation dans les différents services. Alors, comment a réagi votre patient? Dans 86% des cas, il a compris l'incident, il a conservé sa confiance. Dans 14% des cas restants, les réactions étaient variables, avec déception marquée, changement de praticien dans 3% des cas, colère, contentieux dans 1% des cas. En fait, dans les 10% des cas restants, on note 3 changements d'établissement de soins, un qui a renégocié son dépassement d'honoraires, 5 patients n'étaient pas vraiment en état de comprendre ce qui se passait. Alors, quelle a été l'attitude du patient sur le plan médico-légal? C'est assez intéressant parce que dans 90% des cas, il n'y a eu absolument aucune action. On a quand même noté 5 lettres à la direction, 3 CCI, commission de conciliation d'indemnisation, 1 référé expertise au tribunal de grande instance, 2 saisies de la DRAS, direction régionale des affaires sanitaires et sociales, 6 procédures pénales qui sont toutes en rapport avec les accidents graves d'anesthésie qu'on a déjà décrits. Comment avez-vous géré cet incident avec votre correspondant? Par un appel téléphonique simple dans 20% des cas, par une information simple dans le courrier de sortie dans 50% des cas, et pour d'autres, aucune information particulière dans 30% des cas. Alors, quel a été l'impact de cet incident avec votre correspondant? Dans 80% des cas, aucun impact. Alors, à l'issue de ce sondage, on a retrouvé finalement une certaine corrélation assez évidente avec les analyses de PR qui avaient été colligées par notre collègue Christophe Lecoq. Et en effet, les situations à risque étaient les mêmes. En une année, nous avions récolté 136 déclarations, mais seulement une centaine entraient dans le cadre du no-go, car les autres étaient survenus après l'incision et constituaient des incidents péropératoires qui doivent faire l'objet d'un travail ultérieur. Nous avons retrouvé, comme précédemment, et cherché les causes et conséquences, les facteurs de risque, les barrières d'atténuation. Les causes sont les mêmes, problèmes de matériel, gestion des anticoagulants. En ce qui concerne plus précisément les implants et les ancillaires qui étaient concernés, dans 37 cas, il y avait un problème de matériel en prêt, des erreurs de commande, un stock incomplet, mal géré, un logistique insuffisant. Pour les dépôts permanents, il s'agissait souvent de problèmes de réapprovisionnement ou de gestion des stocks. Il y a quand même eu 16 fois des interventions annulées pour des difficultés de stérilisation, 9 fois en raison de découverte de perforations d'emballage d'ancillaires, 7 difficultés avec des containers qui présentaient soit des filtres déclipsés, soit encore de l'eau dans les boîtes d'instruments. À cette époque, la procédure dégradée proposée par Orthorisque des boîtes mouillées n'était pas encore complètement validée par la HAS, ce qui n'est plus le cas puisque sa diffusion a même été réalisée par la Haute Autorité en langue anglaise récemment et que d'autres travaux sont venus confirmer la possibilité d'utiliser ces boîtes mouillées sous certaines conditions. On a eu 13 cas en rapport avec les anticoagulants qui ont été poursuivis malgré les consignes données. Il n'y a pas eu de bilan de coagulation lors de l'admission et aussi à l'évidence une défaillance lors de la visite pré-anesthésique. Les problèmes cutanés infectieux fréquents, 11 cas, avec des lésions proches du site opératoire, non détectées par l'infirmière lors de la préparation et surtout un manque criant de communication entre les différents intervenants. On a noté 4 accidents graves, anesthésie, 4 décès avec une erreur de site d'anesthésie. Les ablations de matériel sont concernées dans 5 cas avec des problèmes d'incompatibilité d'ancillaires, le plus souvent des problèmes de tournevis incompatibles. Les autres causes ont déjà été vues dans le sondage précédent et ne sont pas reprises. Alors, la décision du no-go est prise le plus souvent par le chirurgien, par l'opérateur, dans plus de la moitié des cas sur des patients qui sont déjà endormis. L'intervention a été reportée le plus souvent 87 fois, elle a pu être retardée dans 11 cas. Les facteurs de risque qui ont été retrouvés sont des protocoles insuffisants à l'admission, la visite de pré-anesthésie tardive incomplète, une maîtrise difficile du matériel, surtout en cas d'ancillaire unique disponible. Et les no-go ont été retrouvés dans 78% d'hospitalisation complète et seulement 22% d'ambulatoire. Les barrières d'atténuation proposées sont finalement l'inspection cutanée du site opératoire et du corps entier,
un protocole de contrôle de coagulation et des traitements médicaux, une iconographie indispensable, une vérification des dossiers d'admission avec les consentements signés, bien signaler les allergies. La visite de pré-anesthésie la veille de l'intervention ou à l'entrée en ambulatoire, si possible par le même anesthésiste que celui qui fera l'anesthésie, visant à améliorer la communication entre les anesthésistes. Pour le matériel, c'est surtout la gestion des commandes avec une informatisation dans la gestion des DMI, dispositifs médicaux implantables, avec traçabilité, délai de livraison des laboratoires, vérification du matériel à réception et la veille de l'intervention. Le stock doit être informatisé, au mieux contrôlé par l'opérateur et régulièrement vérifié, se méfier des périmés, optimiser le conditionnement des ancillaires avec notamment la plastification qui réduit considérablement les perforations, avoir une redondance du matériel pour faire face, bien faire la checklist, matériel 48 heures avant et avant l'induction. Alors vous l'avez compris, c'est la checklist qui fait le no-go et il faudra avoir la même rigueur que les pilotes, à savoir que si un des éléments de la checklist n'est pas validé, la procédure doit être stoppée. Le no-go est un risque certain, il faut en informer les patients, il entraîne une anesthésie inutile dans plus de la moitié des cas, il perturbe le climat de confiance avec le patient et désorganise l'activité. Pour réduire ce risque, il faut une collaboration étroite entre les différents intervenants de la chaîne de soins, le chirurgien d'abord, mais aussi les services d'hospitalisation, les anesthésistes, le bloc opératoire, et faire respecter la charte établie avec le SNITEM, Syndicat national de l'industrie et des technologies médicales, quant aux procédures de livraison du matériel. Alors pour finir, le message pour les chirurgiens est clair, ne soyez pas obnubilés par votre acte opératoire, sachez renoncer pour la sécurité de vos patients. Notre sondage démontre largement que les patients ne vous en voudront pas d'avoir pensé avant tout à leur sécurité. Voilà, merci. Merci infiniment Eric, tu vas pouvoir rester là et je vais laisser la parole au commentateur, donc Monsieur Jacques Caton, votre nouveau secrétaire général. Non. Alors secrétaire annuel, voilà, un orthopédiste. Mon cher Jacques. D'abord, je voudrais remercier Eric Benfresh, qui est un des deux directeurs d'Orthorisque, et qui a fait un travail remarquable, et avoir une pensée pour Christophe Lecoq, notre défunt collègue qui a travaillé sur ce problème de la checklist. Alors moi, ça m'a inspiré certains commentaires. D'abord, quand on fait l'analyse de la communication d'Eric, c'est incroyable de voir le nombre de no-go. Moi, je ne me serais jamais attendu à voir autant de no-go. Quand on discute avec nos collègues, c'est rare de dire « moi, je n'ai pas opéré, j'ai reporté l'intervention, etc. » 60% de no-go. Et un no-go 385, deux no-go 102. Incroyable. Bon. Ensuite, l'information faite. Alors, comme le souligne Eric, l'information, bien sûr qu'on ne la fait pas, mais comment la faire ? Parce que si on explique au malade qu'on peut repousser, ne pas faire l'intervention, il va dire, mais attendez, vous pouvez quand même prendre toutes les précautions avant que je sois opéré, pour pas que je me trouve dans cette situation. Donc il faut peut-être voir si le no-go, il y a des no-go impératifs, il y a des no-go retardés, moi je vais venir là-dessus, sur ce problème de logo. Ensuite, il y a le problème de la checklist, elle a été validée que dans un cas sur deux, ce qui est quand même absolument incroyable. Puis ensuite, il n'y a que 10% de RMM après un no-go. C'est quand même hallucinant. Alors, il y a des réunions dans 60% des cas. On peut considérer peut-être que ces réunions ont réuni l'ensemble des acteurs, mais elles ne sont pas formalisées comme une RMM. Il faudrait absolument que ce soit des RMM. Ça me semble absolument indispensable. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il n'y a pas de problème avec les patients. Il n'y a pas d'action juridique. Et finalement, les causes médicales sont assez rares dans le no-go. C'est surtout des problèmes de matériel et d'organisation, avec 6 problèmes d'anesthésie, 11 problèmes infectieux et 13 problèmes d'anticoagulants. Alors, moi, voilà, ce que je pourrais dire, c'est d'abord que le no-go est intimement lié à la checklist. Ce n'est pas une idée nouvelle, le no-go, puisque ça existait dans l'aéronautique, comme l'a dit Eric. Et le temps essentiel pour qu'il y ait un no-go, il faut qu'il y ait une checklist. S'il n'y a pas de checklist, il n'y a pas de no-go. Et il faut absolument que le temps essentiel de la checklist, qui est le time-out, que ce temps soit fait et que la checklist soit assumée. Je crois que c'est ça qui est le plus important, parce qu'il y a combien de checklists qui ne sont pas assumés? On remplit un petit papier comme ça en salle d'opération, c'est l'infirmière, c'est pas fait correctement, c'est évident. Deuxièmement, avant, il n'y avait pas de checklist, donc il n'y avait pas beaucoup de no-go, sauf des choses impératives. Et moi, ça m'est arrivé de reporter une intervention chirurgicale. J'appelle ça un no-go impératif. Panne d'électricité dans le bloc.
Alors on va dire, il y a le groupe électrogène. Le groupe électrogène, c'est pas mis en marche parce qu'il y a des gamins qui avaient saboté le groupe la veille au soir. Donc il a fallu réveiller le malade et l'opérer le lendemain. Voilà. Donc ça, j'appelle ça un no-go impératif. C'est pour ça, je dis, est-ce qu'on peut classer les no-go? Parce qu'il y a le no-go immédiat ou retardé, c'est le problème d'antibioprophylaxie. Elle n'a pas été faite en temps voulu. C'est comme dans l'aviation, le départ de l'avion est retardé. Il y a un no-go, puisqu'il ne part pas à l'heure prévue. Par contre, on dit on va vérifier les bagages parce qu'il y a un problème. Là, c'est pareil, l'antibioprophylaxie n'a pas été faite correctement, donc on peut dire qu'on peut faire... C'est un no-go, mais il est retardé, on va attendre que l'antibioprophylaxie soit faite. Il y a le problème du no-go iatrogène avec la négligence ou l'imprudence professionnelle, c'est clair, hein. La peau pas inspectée, une infection avant, etc. Il y a un problème. Il y a des no-go d'organisation de bloc, c'est évident, problème de matériel. C'est quand même un peu étonnant qu'on ait autant de problèmes de matériel, 40%. Alors vous savez qu'en orthopédie, on est quand même très tributaire du matériel. Hein. Bon, et de temps en temps, on ne peut rien faire sans matériel. Et puis, ce que j'appelle le no-go impératif, le plafond de la table d'opération qui vous tombe sur la tête, vous ne pouvez pas opérer le malade. Alors, le no-go, ça ne peut pas se concevoir sans une culture sécurité avancée avec des procédures sécurité assumées dans les établissements. C'est évident. Et la conséquence du no-go, pour moi, c'est une RMM. Moi, je trouve absolument normal qu'après un no-go, il n'y ait pas une RMM. Et enfin, on a beau dire qu'il n'y a pas de conséquences au no-go, je suis désolé, le no-go, ça va entraîner quand même un dommage psychologique pour le patient et pour l'équipe quand même. Hein. C'est pas rien de reporter l'opération pour le patient qui s'est préparé à ça, pour l'équipe qui était prête, etc. Donc je pense qu'il y a des dommages psychologiques et ça serait intéressant de fouiller un petit peu ce problème. Donc l'erreur, c'est de ne pas faire de no-go, c'est évident. Hein. J'ai pas, je ne fais pas. Non, j'ai pas, je ne fais pas. Des problèmes de matériel, on ne fait pas. Néanmoins, c'est vrai que dans la taille de la prothèse, entre la 2 et la 2 bis, on peut peut-être s'arranger un peu pour pas faire un no-go et mettre l'implant quand même. Le no-go ne peut pas être remplacé par une procédure dégradée, on est bien évident. Hein. Par exemple, c'est prévu dans l'urgence, la chute du greffon de LCA. Donc surtout, l'erreur, c'est de remplacer par une procédure dégradée. Là, on va avec des problèmes. Et puis, il y a le problème du no-go retardé, avec l'antibioprophylaxie qui n'est pas faite à temps, donc j'attends. Donc, le no-go ne va pas entraîner automatiquement une plainte, et ça, je me suis renseigné auprès des avocats, et notamment auprès de maître Galperine, qui travaille bien avec Orthorisque. Elle m'a confirmé, puis c'est confirmé par l'enquête, il y a plus de 90% où il n'y a pas de problème juridique avec le no-go. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur le commentateur, et puis nous allons ouvrir la discussion donc sur cette première communication. Monsieur. Lebel, Rennes, dussé-je fâcher notre président, cette intervention n'est pas limitée à l'orthopédie, parce qu'on a tous en chirurgie ce genre de problème. Il y a une chose que j'aurais aimé entendre de M. Benfresh dans sa communication extrêmement intéressante, c'était combien de ces no-go auraient pu être évités, à son sens, par une bonne organisation. C'est-à-dire, quel est le nombre incompressible de no-go qui existait dans ce qu'il a étudié. Et ma deuxième question, c'est un problème qui m'a beaucoup touché en urologie. Le problème après l'anesthésie, parce que il y a deux choses quand même dans le no-go. Il y a avant l'anesthésie, et le patient, il est conscient, il peut se rendre compte des problèmes qui existent. Après l'anesthésie, c'est quand même beaucoup plus ennuyeux. Eh bien, en urologie, quand on traite des calculs, il arrive souvent qu'on fasse un contrôle pré-intervention du calcul, et le fait d'avoir endormi le patient a relaxé la musculature, et l'obstacle a disparu, donc l'intervention est terminée. Donc est-ce que ça, c'est considéré comme un no-go? On voit que les questions de nos collègues urologues sont très subtiles, mais on compte sur l'intelligence des orthopédistes pour répondre. Réponse à la première question, mon cher Eric. Je vais d'abord répondre à la première question. On peut dire, on n'a pas fait d'études scientifiques, mais au vu de toutes les déclarations et surtout du résultat de l'enquête et des commentaires qui accompagnaient les réponses de l'enquête, dans plus de 90% des cas, ça peut être évité par une organisation correctement mise en place. C'est évident. Les cas qui me paraissent totalement inévitables, c'est ce que je vous ai décrit, c'est l'inondation brutale de la salle d'opération, le plafond qui s'effondre, ce genre de choses. Tout le reste,
la grande majorité des cas, c'est des problèmes de matériel et c'est des problèmes d'organisation entre les différents services. Donc c'est justement le but de cette communication qui a d'ailleurs beaucoup intéressé l'HAS, c'est qu'on arrive à mettre en place une SSP, une solution pour la sécurité des patients, qui aboutisse à une réduction importante de ce nombre de no-go. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir, je veux dire, la réticence des chirurgiens à faire un no-go quand le patient est endormi. Vous venez de l'évoquer. Vous avez un patient anesthésié, c'est quand même très ennuyeux de le réveiller sans l'opérer. En fait, dans notre présentation Orthorisque en fin d'année dernière, on avait associé le lien, qui est l'association des patients, à nos travaux. Ils sont venus avec nous, ils ont assisté à tous les travaux, et ils ont représenté les patients et ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit clairement qu'ils préféraient un no-go assumé du chirurgien plutôt qu'une intervention hasardeuse pour zigzaguer sur le no-go. Et ça, les patients, non seulement sur le plan pratique, nous en veulent pas puisqu'ils ne nous poursuivent pas, mais même, j'allais dire, ils nous encouragent, c'est un peu excessif, mais en tous les cas, ils valident le fait, pour leur sécurité, de renoncer à un acte opératoire, parce que le dommage d'une anesthésie n'est quand même pas quelque chose d'irrémédiable, alors qu'une chirurgie mal faite, c'est compliqué à récupérer. Alors pour la dernière question des urologues, qui peut aussi se produire pour les orthopédistes, on en a eu quelques cas, c'est notamment par exemple les kystes synoviaux qui viennent et qui vont et qui disparaissent parfois. Il y a un certain nombre de chirurgiens du monde supérieur qui se retrouvent confrontés, s'ils n'ont pas eu le temps d'examiner leur patient juste avant, à un kyste synovial qu'on ne retrouve plus au moment où on arrive en salle d'opération. Et on a eu 18 ou 19 déclarations comme ça de kystes disparus. Alors disons que ce n'est pas entre l'anesthésie et... Mais disons, ils auraient pu probablement le voir s'ils avaient bien examiné le patient avant. Voilà. Mais ça se rapproche un petit peu. Donc ça se rapproche, mais c'est pas tout à fait ça quand même. C'est pas tout à fait pareil. Y a-t-il, oui Courpier de Paris. D'abord, j'ai été très intéressé par cette communication sur ces no-go. Je suis étonné, comme tout le monde, qu'il y en ait tant, que 50%, ce soit des problèmes matériels, ça veut dire en fait, entre guillemets, la faute du système et pas du malade, quoi, si on peut dire. Et alors, je voudrais savoir une question, c'est est-ce que la traumatologie était incluse dans toutes ces questions ou est-ce que vous avez séparé, parce que les problèmes sont encore différents par rapport à la chirurgie froide. Et d'autre part, je voudrais faire une remarque sur la checklist dont a parlé Jacques Caton. Effectivement, il y a un lien très étroit entre la checklist et les no-go dont on a parlé, mais je vous rappelle que la checklist, elle se fait malade endormie avant d'inciser. Donc, ça veut dire que là, il y a un petit problème. Notre checklist, ou la façon de la faire, c'est comme on nous l'a appris comme ça depuis quelques années, sous notamment la pression de la HAS, elle n'est pas tout à fait adaptée, puisqu'on attend que les malades soient endormis pour vérifier que les conditions sont les meilleures. Donc, c'est les deux questions que je voudrais poser. Donc, checklist adaptée ou pas, et d'autre part, traumato ou pas, quoi. Alors, pour répondre à la première question, la traumatologie, en fait, ça a été... les réponses étaient tout venant, hein. C'était traumatologie ou chirurgie programmée. Bon, il est clair qu'en urgence, c'est plus compliqué de gérer le matériel, mais on a vu aussi qu'en chirurgie programmée, il y avait des secteurs, certains établissements qui avaient une grosse activité et que souvent, ils étaient débordés par leur activité et c'est comme ça qu'ils avaient des no-go. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le temps de se réapprovisionner. Donc, en fait, il y a des deux. Mais la traumatologie, effectivement, n'a pas été séparée. Elle n'a pas été séparée dans le questionnaire, mais elle est dedans, ça c'est sûr. Alors ensuite, la checklist n'est pas du tout adaptée. Ça, c'est clair et net, c'est le sens de ma communication. Elle n'est absolument pas adaptée parce qu'il faudrait faire une checklist matérielle au moins 48 heures avant pour voir si on a réceptionné le matériel et refaire une checklist la veille pour savoir si le matériel réceptionné est adapté et s'il est stérilisé correctement. Voilà. Donc, on n'est pas adapté à la checklist HAS. Et puis, c'est vrai que quand on regarde les checklists en aéronautique, ils ont des stop procédures qu'on n'a pas. C'est un peu la question d'Henri, c'est-à-dire, ou même de Jacques. À quel moment c'est vraiment un stop rouge ou est-ce que c'est un stop retardé? Alors c'est vrai, l'antibioprophylaxie, c'est un stop retardé. À la limite, la stérilisation, on a vu que les boîtes, quand le matériel n'était pas stérilisé, on pouvait faire patienter le patient en salle de pré-anesthésie, le temps de restériliser. C'est un peu long, mais c'est possible. Mais il y a des stops où c'est vraiment pas possible. Si le matériel n'est pas présent, on ne peut pas faire l'intervention. Donc ça, la checklist HAS n'est pas adaptée à notre pratique. Ça, c'est clair. Oui, je vous en prie, monsieur Gauthier. S'agit-il d'un no-go lorsqu'on interrompt le courant opératoire entre une première prothèse de hanche et une deuxième prothèse de hanche qui était prévue pour être faite en un seul temps? Question difficile. Alors, je dirais que pour répondre un petit peu de façon normande, ça dépend un peu du contrat qu'on a fait avec le patient. Si on s'est engagé véritablement avec le patient à faire les deux hanches simultanément, ce qui n'est déjà pas un geste fréquent, mais il y a des chirurgiens qui le font,
On peut considérer qu'il y a une procédure de no-go si on n'a pas fait le contrat. Mais je dirais que c'est une éventualité tellement rare aujourd'hui qu'on n'a pas eu ça dans nos déclarations du tout. Je vous en prie, monsieur. Oui, je voudrais revenir, Jost Jean-Louis, chirurgien honoraire de la Pitié-Salpêtrière. Là, j'interviens un petit peu en tant qu'ancien expert visiteur de la HAS. Je voudrais revenir un petit peu sur les définitions de la checklist et sur la façon dont on doit utiliser la checklist. Je vous rappelle quand même qu'il y a toute une phase, la première phase où le malade n'est pas endormi. Hein. C'est la phase pré-anesthésique et d'ailleurs, à ce niveau-là, on regarde si le malade a été préparé, on regarde s'il y a vraiment, si ça cicatrise, si la peau est en mauvais état, on doit le voir. On vérifie le matériel, qu'on devrait avoir d'ailleurs vérifié la veille, évidemment. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui se font, y compris le risque d'hémorragie, y compris un certain nombre de risques qui se font alors que le malade ne dort pas. Alors, nous sommes tous d'accord, le time-out est le temps essentiel, c'est-à-dire le temps que l'on fait malade endormi avant l'incision. Bon, je voulais simplement préciser ces choses-là. Préciser effectivement, comme l'a fait M. Caton, il y a un espace réservé de non-conformité sur la fiche de checklist dans laquelle on va finalement marquer la conclusion de ce qu'on va faire de façon concertée. Le mot concerté est important. Et effectivement, c'est pas la même chose de retarder de 3 minutes l'intervention parce qu'on va faire une injection qu'on a oublié de faire, qu'on va retarder d'un quart d'heure parce qu'on va chercher une radio qui manque, ou qu'on fait un no-go parce que c'est pas le bon malade. Si on reporte l'intervention, ça veut dire par ailleurs que on va augmenter la durée d'hospitalisation du malade. On n'est plus dans un événement porteur de risque, on est dans un événement indésirable grave, selon les définitions. Ce qui veut dire, bien entendu, et là je suis tout à fait d'accord avec M. Caton, que ces RMM pratiquement coulent de source. La RMM coule de source. Pour tous ces no-go, il devrait y avoir des RMM. Mais je remarque comme ce Caton que de toutes les façons, la checklist, et on le sait d'ailleurs, n'est que inconstamment faite et surtout pas faite dans les règles. Parce que la checklist doit être faite de façon orale. C'est pas remplir un papier, la checklist. C'est exactement l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Hein. Là, ce qu'on a du mal à obtenir, c'est que les choses soient faites. Elles sont toujours tracées, elles ne sont pas faites. Donc là, il faut bien réfléchir à ce problème-là. Et à partir de ce moment-là, si vraiment la checklist est faite dans les règles, on arrive alors à avoir une coordination de l'équipe, car c'est le seul intérêt de la checklist. Enfin, pas le seul, mais il a été prouvé que la chose qui est vraiment importante, c'est de jouer sur la coordination des différents acteurs de cette intervention qui, comme beaucoup d'équipages d'avion, ne se connaissent pas avant de rentrer en salle. Hein. Enfin, ils ne connaissent pas bien de façon commune le malade. Je voudrais terminer, là je vais un peu long, sur l'information du malade. Je vous signale que depuis 2012, la HAS a édité une fiche qui informe les malades de ce que c'est que la checklist, qu'on dépose dans les consultations d'anesthésie ou de chirurgie, de telle façon que le malade sache qu'on va faire une checklist. Il sait très bien qu'on va faire, qu'on va lui demander 3 fois son identité, etc., qu'il ne soit pas affolé. Et il va connaître la finalité en termes de sécurité de la checklist. Juste un petit commentaire sur ce que vous venez de dire, c'est qu'on peut très bien avoir un no-go en faisant une checklist parfaite. Puisque la checklist, même si le patient n'est pas endormi, on lui fait sa checklist, le matériel n'est pas disponible, on ne peut pas l'opérer. Et on est obligé c'est quand même désagréable pour un patient qui est dans une salle d'opération déjà perfusée, prêt à être endormi, d'être envoyé dans sa chambre. Oui. Et là, il rentre dans le cadre du no-go, dans le no-go non anesthésique. C'est donc, dans la checklist, c'est la checklist du matériel, alors que le malade ne dort pas, c'est la phase 1. J'appelle ça un no-go. Oui, d'accord, ok. Merci. Il y a encore 2 interventions rapides et tu avais demandé la parole aussi. Oui, attends, je laisse, il y a nos collègues et puis je te laisse la parole ensuite. Je vous en prie. Triboulet Lille, à l'occasion d'un séminaire que nous avons réalisé à propos des relations anesthésistes-chirurgiens, le titre c'était « Qui fait quoi ?», où nous sommes aperçus qu'un grand nombre d'arrêts de procédure étaient liés à une manque d'information dans les 2 sens. Nous pour le type d'intervention, eux pour le type d'anesthésie et les risques encourus, etc. Et l'HAS s'est emparé de cela et a proposé non pas une
des recommandations au sens strict du terme. Je ne sais plus exactement le libellé. En tout cas, il y a... C'est une ESSP. Il y a une ESSP, de une niveau relation 3. chirurgien-anesthésiste, et je vous assure que pour une partie des no-go, eh bien, ça pourrait résoudre le problème, tout à fait. cette amélioration des relations anesthésistes-chirurgiens. C'est bien une ESSP de niveau 3, la plus haute qui soit. fait, oui. Il y avait une courte intervention, voilà. Philippe Massin, Paris. Je rebondis sur les relations entre chirurgiens et anesthésistes. Les anesthésistes n'aiment pas la no-go. Ils disent qu'on ne fait pas décoller un avion avant de faire la checklist. Donc, ils veulent imposer, et ils y travaillent, je vous y informe, la checklist pré-induction. Ce qui n'est pas donc sans conséquence, parce que ça veut dire qu'il faut que le chirurgien soit dans la salle avant que l'anesthésiste n'endorme. Alors bon, à l'hôpital où on a on n'est pas souvent très efficace, le chirurgien peut attendre 3/4 d'heure ou 1 heure que l'anesthésiste ait techniqué le patient, parce qu'on a des patients lourds, cathé central, etc. Mais d'habitude, moi j'envoyais un interne par exemple. Ça sera plus possible. Parce qu'il y a du matériel qui est livré le matin même. Quand on fait beaucoup de prothèses, il arrive que le mercredi, les stocks ne soient réapprovisionnés que le mercredi matin. Donc, ils ne vont plus endormir et ils nous préparent ça. Si le chirurgien senior responsable n'est pas présent dans la salle, il faudra peut-être un petit bureau pour pouvoir travailler en attendant après qu'on puisse opérer. Juste un commentaire là-dessus. On avait observé ça parce qu'on avait pas mal de déclarations en risque de chirurgiens qui se plaignaient que les anesthésistes obligeaient les chirurgiens à ouvrir les boîtes d'instruments avant d'endormir le patient. Et nous, à ce moment-là, on a eu des commentaires assez précis de la Société d'hygiène hospitalière disant que c'était extrêmement dangereux de destériliser des boîtes. Voilà. Donc nous, on déconseille formellement d'accepter ce genre de procédure. Merci. Alors, de toute manière, Monsieur le Président, il y a une séance consacrée, je crois que c'est au début du mois de février, sur les relations, si je puis dire, médecin-anesthésiste. Mais pour répondre à notre collègue de Lille, c'est bien une ESSP 3, donc qui vient d'être publiée. Et puis, il faut mettre un peu de poésie dans tout ça. C'est comme le disait Proust, entre les chirurgiens, orthopédistes, tous les autres, et les anesthésistes, c'est la préparation du pèlerinage où on se mérite peu à peu dans la méditation du chemin pour le plus grand bien du patient. On va méditer ça, et puis voilà.